Pierre Rabhi, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici en Ardèche dans votre oasis, celui que vous avez créé au début des années 60 quand vous êtes arrivé sur place. C'est un grand honneur pour nous d'être accueillis ici aussi gentiment, aussi simplement. Est-ce que on peut retracer un petit peu votre parcours, parce que c'est un parcours un petit peu inhabituel de s'implanter comme ça dans une terre qui n'est pas propice à l'agriculture. Une terre un petit peu aride, surtout au début des années 60 où c'est pas encore la mode de partir des grandes villes, etc. Vous êtes un peu un pionnier et puis maintenant vous êtes considéré même comme le père de l'agroécologie. Vous avez coécrit un livre en 2005 avec Nicolas Hulot. Vous êtes maintenant médiatiquement connu, un emblème charismatique de l'écologie, avec notamment un dernier film, Au nom de la Terre, qui est sorti en 2013. Dites-nous, racontez-nous un petit peu cette expérience, cette aventure extraordinaire que vous avez eue. Merci beaucoup, merci de m'aider un peu à exprimer les choses que j'ai envie d'exprimer, non pas pour Pierre Rabhi, mais parce qu'il y a des valeurs auxquelles je crois profondément et que j'ai envie d'être au service de ces valeurs. Alors, mon itinéraire est un peu singulier, effectivement. Je suis né dans le sud de l'Algérie, disons, dans une communauté musulmane traditionnelle, avec une ascendance plutôt pastorale. Un père forgeron, musicien, poète, etc. Et on est dans cette cité tout à fait, disons, traditionnelle. Et il se trouve que dans le sous-sol de notre pays, les Français, qui occupaient les lieux évidemment, ont découvert du charbon, et à ce moment-là, il y a eu tout un bouleversement de notre système social, parce que les gens sont devenus des mineurs, et ils se sont éloignés de plus en plus de la vie traditionnelle. Et ce père, donc lui-même, se questionne sur l'avenir, et il se trouve qu'il y avait un couple, un ingénieur et une institutrice qui travaillait français, qui étaient venus pour travailler dans ce pays, et j'ai été confié à eux pour être éduqué, ayant moi-même perdu ma mère, et voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré en quelque sorte dans cette double culture dès le début, avec les contradictions, avec les convergences. Il n'y a pas beaucoup de convergences. Et puis, pour faire court, les circonstances font que je vais vivre à Paris, à Oran, un certain temps, et ensuite les circonstances, la guerre d'Algérie, la violence, etc. m'amènent à Paris, et là j'essaye de gagner ma vie, et je trouve un travail d'OS parce que j'avais pas acquis de compétences, et c'est dans ce travail d'OS que j'essaye de voir un petit peu comment était en quelque sorte organisé notre système social. Je m'intéressais beaucoup aux philosophes, c'est-à-dire que les philosophes, c'est ceux qui se posent des questions sur la vie, etc. Je n'avais pas beaucoup de compétences dans d'autres domaines, et puis je travaille dans le microcosme de l'entreprise, et c'est à ce moment-là que, à tort ou à raison, je décide de partir. Je rencontre Michel, qui deviendra ma femme, et nous décidons tous les deux, dans les années 59-60, de retourner à la terre pour être plus proche de la nature, pour retrouver peut-être cette vie et sortir un peu de ce hors-sol urbain. C'était aussi pour des raisons philosophiques, parce que, à tort ou à raison, je pensais que on ne pouvait pas troquer toute sa vie contre un salaire. Et on peut pas. Alors, quand on fait quelque chose qui nous passionne, là c'est parfait. Mais dans mon cas, je faisais rien qui me passionnait, et ça me paraissait chèrement payé que de donner mon existence pour un salaire. Et c'est comme ça que nous sommes venus en Ardèche, invités par un médecin qui nous a soutenus. Qui s'appelle Pierre Richard d'ailleurs. Pierre Richard. C'était pas un comique. Non, c'était Pierre Richard, médecin vraiment de grand cœur. Vraiment de très grand cœur, qui avait choisi d'être médecin de campagne, alors qu'il aurait pu être à créer des galons à s'insérer où il était, parce que c'était un bon médecin. Et du coup, voilà, lui était déjà très, disons, déjà lui-même un peu en révolte par rapport à notre système, et déjà
écologiste, si on peut dire. C'était quelqu'un qui, en même temps qu'il soignait les gens, était très préoccupé par la nature, très préoccupé par la disparition des paysans, très préoccupé de toutes ces choses-là. Et donc il nous a soutenus. J'ai été ouvrier agricole. Et en étant ouvrier agricole, à ce moment-là, j'ai vu que les pratiques agricoles, utilisant énormément de chimie dans les sols, les engrais, les pesticides, tout ça, ben, j'ai trouvé que c'était un peu excessif. On livrait la guerre, en quelque sorte, à la nature. Et c'est comme ça que je suis devenu agriculteur bio dans un premier temps. On a cherché où nous installer. Et puis quand nous avons découvert ce lieu, là où nous sommes aujourd'hui, eh bien, ça a été le coup de foudre. Coup de foudre parce que le paysage est beau, parce que... Sauf que c'est un lieu dans lequel ben, l'agriculture est difficile à appliquer, parce qu'il y a beaucoup de rocailles. Nous avons vécu 13 ans sans électricité, 7 à 8 ans avec très peu d'eau. Le chemin était à peine praticable, etc. Donc, ça paraissait chercher des ennuis, chercher des complications. Mais en fait, un chemin de croix quelque part, un petit peu. Enfin, pour revenir un petit peu à la religion. Oui, c'est-à-dire, c'était pas du tout. C'est-à-dire que le lieu, la beauté du lieu nous a séduits et on a décidé de s'installer là. Et donc depuis, ben, on a pratiqué l'agriculture biologique, etc. Et c'est petit à petit, graduellement, qu'on a modifié le lieu et embelli. Enfin, on a amélioré. On a le travail de l'agriculture écologique a amélioré les sols. Et donc, à l'évidence, on s'est retrouvé, disons, pris dans une démarche qui était une démarche qui associait l'humain et la nature. D'accord. Quelque part, l'homme a besoin de construire, d'innover constamment. C'est ce que vous faites un petit peu dans votre ferme aussi, à micro, je dirais, échelle, par rapport à tout ce qui se fait un petit peu autour de la planète. Le modèle, le schéma qui est aujourd'hui en place, est-il encore par rapport à d'autres, des précédentes années, est-il encore valable? Non, à mon avis, nous avons une planète qui est limitée. Et on a une planète qui est magnifique, mais qui est limitée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se reproduisent. En agriculture, on reproduit les choses. Et il y a des matières qui ne se reproduisent pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a brûlé un litre de pétrole, il est brûlé pour longtemps. Donc les ressources de la planète sont quand même, on peut les évaluer à peu près, en gros, et nous sommes X milliards d'individus sur cette planète. Donc nous sommes tous là pour vivre sur cette planète et le problème c'est que si tout le monde voulait vivre comme nous vivons nous, les ressources sont absolument insuffisantes. Et c'est un peu le drame aujourd'hui d'un modèle de société que l'Europe a inventé. Et l'Europe a le premier, disons, victime de ce modèle de société du toujours plus infini, etc. Ça a été l'Europe elle-même. Les voyageurs du 16-17e siècle vous disaient que quand ils voyageaient en Europe, ils voyaient des communautés organisées selon leur... Elles avaient leur langue, elles avaient leur mode vestimentaire, elles avaient leurs coutumes, elles avaient leur maison, leur habitat. Enfin, c'est-à-dire que c'était une multitude de cultures qui étaient réparties sur l'ensemble de l'Europe. Et ensuite, quand le modèle est venu, il y a une uniformisation généralisée du système. Et à partir de là, on a basculé en quelque sorte dans l'idéologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui repose sur la technologie, sur la combustion énergétique. Il faut brûler on n'arrête pas tous les jours de brûler de la matière combustible pour circuler, pour ceci, pour cela. Et donc, du coup, ce paradigme, disons, ce modèle de société, non seulement il s'est imposé en Europe, mais il a eu une extension vers les autres pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble du système humain est basé sur finalement matière combustible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé une civilisation fragile parce que s'il y a plus de pétrole, plus d'électricité, plus de communication, disons, c'est l'effondrement général de notre système. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une réflexion concernant est-ce que ce système est durable ou pas. Il ne l'est pas durable. Et si on établit un système dans lequel il faut toujours plus pour quelques-uns, qui va avec toujours moins pour les autres, c'est pas possible.
Donc on a installé une féodalité planétaire dans laquelle il y a une minorité humaine qui concentre au détriment de... Et en même temps, on est dans une civilisation où l'argent a pris beaucoup de pouvoir, enfin le lucre a pris beaucoup de pouvoir, et je dirais avec une finance qui en fait ne répond pas aux besoins. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, vous pouvez gagner de l'argent en dormant, comme on dit. C'est-à-dire que vous faites des placements et vous n'avez pas besoin de vous... pendant que vous dormez, votre argent vous produit. Mais il produit quoi? Des dividendes. Mais les dividendes, ça ne nourrit pas, ça ne crée pas, disons, une solidarité entre les gens. Parce que s'il y a d'un côté des gens qui gagnent beaucoup d'argent en ne faisant rien, et de l'autre côté des gens qui s'appauvrissent de plus en plus, et qui n'ont même pas accès à un bol de riz, on ne peut pas dire que ce soit un équilibre et une équité planétaire. Et c'est là le gros problème, c'est que d'un côté, l'argent, produisant de l'argent, donne une féodalité planétaire qui est en mesure de tout accaparer. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a établi un système dit économie, mais c'est pas de l'économie, parce que par le fait même de la reproduction, et finalement, ce qu'on appelle l'économie aujourd'hui, c'est beaucoup plus de la dissipation, c'est beaucoup plus de gaspillage, c'est ce qu'on appelle l'économie. C'est pour l'économie qu'on détruit la forêt, pour qu'on écume les mers, et donc il faut maintenant qu'on nous retrouvions, nous sortions un peu de cette illusion pour retrouver la vérité des choses. La vérité des choses, c'est que nous sommes en train de détruire la vie, que les générations futures vont être ruinées parce qu'on va les faire hériter de quelque chose qu'on aura ruiné, et on les laisse se débrouiller pour essayer de survivre. Et ça, c'est pas admissible. Voilà. Donc mon message fondamental, c'est l'humanisme, la terre qui nous nourrit, qu'on empoisonne tous les jours. Tous les jours, on met des saletés dans la terre, et c'est ce qui donne ces denrées que nous ingérons tous les jours, et on sait très bien que ces denrées nous font du mal, que nous polluons l'eau, que nous polluons l'air. Donc tous les paramètres qui rentrent dans la survie de l'humanité sont aujourd'hui négatifs. Voilà. Et si on ne comprend pas ça, et si on continue à s'obstiner à dire croissance, croissance et toujours croissance, etc., on s'obstine finalement dans une voie qui est suicidaire. Bien sûr. Alors là, vous avez énoncé des notions de commerce, d'économie et aussi d'éducation. Est-ce que vous pensez qu'il faut remettre à plat le système éducatif qui est basé sur la compétition quelque part, parce que les élèves, les étudiants sont notés, c'est toujours le meilleur qui l'emporte, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus intérêt à développer des travaux de groupe solidaires, des choses comme ça? Disons, l'école, c'est pas d'aujourd'hui, il ne faut pas être hypocrite. L'école, ça prépare les gens par la compétition, on sélectionne les meilleurs, non pas les braves types ou les braves jeunes, mais on sélectionne des gens qui sont capables de mieux servir le modèle de société, c'est tout. C'est la manufacture où on prépare des individus. Ensuite, on a une société compétitive, évidemment, quand on arrive à ce moment-là, le meilleur, le moins bon, etc., c'est horrible. Il faut au contraire faire une éducation où on apprend aux enfants à être plutôt solidaires, à se soutenir mutuellement, à être à partager les efforts pour le bien des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il faut humaniser en quelque sorte l'éducation. Pour le moment, l'éducation, elle est faite surtout pour sélectionner les compétences de façon à ce que le modèle puisse être servi par des individus qui sont en fait préparés à le servir. Donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité le plus possible de... Puis il y a aussi un énorme problème, c'est-à-dire c'est le rapport homme-femme. Les femmes sont aujourd'hui sur toute la planète, elles sont subordonnées. Alors que en fait, le masculin et le féminin sont indispensables à chacun de nous. On n'a pas été clonés encore, donc il a bien fallu qu'il y ait hommes et femmes pour que nous existions. Alors je ne vois pas pourquoi le féminin représenté par la femme serait subordonné au masculin. Et c'est pour ça qu'il y a toute une réorganisation à l'échelle humaine pour trouver finalement les deux énergies, équilibrer les deux énergies féminines et masculines. Alors vous avez parlé de la notion de commerce. Est-ce que le fait de vendre des engrais
quelque part, c'est quelque chose d'inutile et ça sert au profit d'intérêts privés uniquement? Bien sûr. Non seulement l'engrais qu'on en met dans la terre détruit la terre, c'est-à-dire il supprime sa vitalité, il l'empoisonne littéralement, il supprime sa vitalité. Il fait bien sûr pousser les plantes, mais les plantes sont malades, sont déséquilibrées. Ensuite, on va chercher des pesticides. Enfin bon, on est dans un système qui est très très complexe. Et aujourd'hui, on peut dire que l'humanité détruit la terre, vraiment. Et donc, c'est pour ça que l'agriculture que nous préconisons est une agriculture qui, au contraire, produit, mais améliore, mais ne détruit pas, quoi. Alors, je crois qu'en 1992, si je ne me trompe pas, l'ONU a fait appel à vos services pour essayer de tenter de trouver des solutions pour faire reculer les déserts, puisqu'on est quand même, comme vous le disiez, 1/5 de la population à être privilégiée, mais 4/5 sont dans la pauvreté et de plus en plus les déserts, je dirais, avancent. Qu'est-ce que vous en avez tiré de l'ONU? Est-ce que c'est une organisation qui est à la hauteur de vos attentes? Si vous voulez, bon, l'organisation planétaire aujourd'hui, c'est une organisation où il y a des grandes institutions, soi-disant, etc., etc. Mais moi, je trouve que ça n'a pas tellement d'efficacité. Peut-être que ça limite un peu les dégâts, mais de là à réformer en profondeur le mode d'organisation planétaire, je crois qu'il y a du retard. Maintenant, moi, je ne juge pas les personnes. À l'ONU comme ailleurs, il y a des personnes magnifiques. Mais le système lui-même, je trouve qu'il est un peu pas d'une efficacité remarquable, en tout cas. En tout cas, le système continue aujourd'hui. Vous voyez les dégâts qu'il y a en Espagne, vous voyez les dégâts qu'il y a en Grèce, et tous les pays qui suivent les uns après les autres, le Portugal, etc. Mais je suis persuadé que cette dégradation générale du système, quand on va aux États-Unis, alors les Américains, ils savent mettre des voiles sur les réalités. Quand on cherche en profondeur, on voit bien qu'il y a une misère atroce. On voit bien qu'en France, il y a la misère qui est en train de s'installer partout, le chômage, etc. Donc, tout ça met bien en évidence le fait qu'il faut maintenant prendre résolument des décisions qui vont permettre finalement de réorienter l'histoire, parce que si on ne le fait pas, ça peut finir dans un immense chaos, à la fois une nature détruite, à la fois des êtres humains qui ne savent pas que faire, qui se détruisent mutuellement. On donne aujourd'hui beaucoup plus d'importance aux armements et à toutes ces choses-là qu'à venir au secours des gens qui crèvent de faim. Effectivement, j'ai lu récemment une phrase qui m'a beaucoup plu, qui était combien coûterait le fait de nourrir toute la population mondiale? Et la réponse était moins cher que de la bombarder. J'ai trouvé ça assez Oui, bien formulé. Et c'est vrai. aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que les entreprises capitalisent, mais même pas au profit de leurs salariés. C'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est au profit d'un système qui est absurde. Oui. Ben, c'est sûr que quand on analyse l'ensemble du système, il est absurde. Il est absurde. Et je dis parfois que si les extraterrestres étudiaient l'humanité, ils diraient ils sont doués mais crétins, parce que le fait de l'organisation, comment se fait-il qu'on donne plus d'importance à s'entretuer, à tuer la nature, à nous faire tellement de mal entre nous? Comment se fait-il qu'on ait ce réflexe alors qu'on est tous à la recherche du bonheur, à la recherche de la tranquillité, et on fait tout pour ne pas avoir ni cette tranquillité ni ce bonheur? Et en même temps, on épuise et on détruit ce qui nous vaut que du bien. Je veux dire, la nature ne nous vaut pas de mal. Bien sûr, si vous allez, un serpent peut vous piquer, mais enfin bon, il y a aussi des microbes, il y a aussi toutes sortes de choses qui nous sont nuisibles, si vous voulez. Mais en fait, la nature est beaucoup moins nuisible à l'être humain qu'à l'être humain à l'être humain. Donc voilà, c'est là où se pose la question, est-ce que l'humanité a un sens quelque part? Il y a des gens qui se sont amusés à dire, si on prenait par exemple une mesure temporelle depuis l'existence de la planète, vous prenez sur une journée 24 heures, 24 heures de
de la vie de la planète. Nous sommes arrivés il y a 2 ou 3 minutes, c'est tout. Donc nous sommes très récents dans cette réalité, et le problème c'est de savoir, quel est notre rôle, quel est notre sens, puisque nous détruisons énormément, quoi. Jamais aucune espèce n'a détruit comme la nôtre. Donc ça pose le problème, est-ce qu'on continue comme ça? Et si le chaos généralisé et les générations futures vont être dans une détresse infinie, ou est-ce que... Et alors à ce moment-là, il ne fallait pas faire d'enfants. Voilà. Moi, je suis étonné de voir des gens ayant des enfants, mais ils ne sont pas préoccupés de savoir qu'est-ce qu'on va leur laisser. Quand je me suis présenté aux élections présidentielles en 2002, notre slogan, c'était bien sûr appel à l'insurrection des consciences, et c'était quelle planète laisserons-nous à nos enfants, quels enfants laisserons-nous à la planète. Donc il faut aujourd'hui que nous prenions vraiment notre responsabilité à l'égard de l'avenir. Voilà, ce qui veut dire qu'en fait, on est tous responsables à notre niveau. On n'est pas obligé de subir le système, on est tous responsables de faire en sorte que le système continue si on n'arrête pas de nous-mêmes, chacun à notre niveau. C'est un petit peu ce que dit l'association que vous avez créée, Colibri. Colibri, oui. Vous pouvez nous rappeler la légende amérindienne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui paraît à chacun extrêmement complexe et insoluble. Et donc c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu face à un système très très complexe et très difficile. Et alors un jour, j'ai lu cette légende amérindienne qui disait qu'il y a eu un incendie de forêt, les animaux étaient complètement découragés en voyant cet énorme incendie. Par contre, le colibri, lui, il va chercher quelques gouttes d'eau, il les jette sur le feu, et le tatou lui demande, mais c'est quand même dérisoire ce que tu es en train de faire, c'est pas avec ça que tu vas éteindre le feu. Et le colibri lui dit, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et ça m'a paru très intéressant de dire, chacun de nous, il y en a qui peuvent faire comme ça, il y en a qui peuvent faire comme ça, mais on fait au moins quelque chose, parce que rester à se lamenter sur le monde qui ne va pas, c'est pas ça qui va changer les choses. Et je suis persuadé que si nous sommes nombreux à faire chacun là où nous pouvons quelque chose, le tout peut donner quelque chose de formidable. Alors aujourd'hui, on voit que le progrès, certains progrès sont intéressants, d'autres nuisent, c'est-à-dire que aujourd'hui on travaille beaucoup et on n'a pas le temps de se servir de tous les appareils qu'on achète et qu'on consomme, parce que on a 3 portables, 2 télévisions, mais finalement on rentre à 22 h le soir après le boulot, on est fatigué, on n'a même pas le temps de s'en servir. Parallèlement à ça, il y a quand même des progrès qui sont, je pense, intéressants, comme par exemple, avant on exploitait les animaux pour travailler la terre, maintenant on a des machines qui peuvent remplacer, donc utiliser à bon escient, ça pourrait être quand même intéressant. Le progrès, il y a le meilleur et il y a le pire, hein. Le progrès, on a fait des progrès dans les choses positives, et on a fait des progrès dans les choses négatives. Aujourd'hui, on a des bombes atomiques. Bombes atomiques, ça relève de la connaissance et de ce qu'on pourrait appeler les sciences nouvelles, etc. Et puis je viens d'être opéré d'un œil au laser, c'est formidable. Et donc il y a des choses extrêmement positives, et puis il y a des choses très négatives. Mais ça tient à la disposition des individus. C'est-à-dire que si notre conscience s'élève, bien sûr, elle fera des choses belles. Mais si notre conscience ne s'élève pas, elle ne fera pas des choses belles. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution concrète sur le travail de la terre et un petit peu votre spécialité, votre expertise, parce que je crois savoir, pour vous avoir écouté un petit peu, que la terre est vivante. C'est ça. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse remplacer les engrais, et comment créer un potager, puisqu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ne savent pas faire, tout simplement. Nous, on a créé des structures qui apprennent aux gens à le faire. Il y a Terre Humanisme, là, en Ardèche, qui accueille tous les ans un quota de gens qui viennent pour apprendre à cultiver leur jardin sans l'empoisonner. Donc on a des connaissances, on a des programmes internationaux. J'ai beaucoup travaillé au Burkina Faso, au Niger, au Mali, j'ai travaillé même en Palestine, dans les territoires occupés, j'ai travaillé dans le sud de la Tunisie. Nous avons un programme maintenant au Maroc qui est très important. Nous poursuivons tous les programmes partout, si vous voulez.
Donc ces techniques qu'on appelle l'agriculture agroécologique sont des techniques qui sont maintenant, on n'a pas besoin de prouver aux gens que ça fonctionne. J'ai même écrit un livre sur les zones sahéliennes, c'est-à-dire les zones où l'agriculture la plus difficile à pratiquer, et avec l'agriculture écologique, on arrive à produire, alors qu'ailleurs on n'a pas. Et pour cela, j'ai écrit d'ailleurs un livre que j'ai intitulé L'offrande au crépuscule, qui a été primé par le ministère de l'Agriculture français. Donc, qu'on ne raconte pas qu'il n'y a pas de solution. Les solutions, elles sont là. Simplement, on va à l'encontre des lobbies marchands d'engrais, on va à l'encontre des gens qui veulent imposer les OGM, et ça c'est dramatique parce qu'il y a 60% du patrimoine génétique que l'humanité, depuis 10 à 12 000 ans, elle a produit, elle a collecté, qui a déjà disparu. C'est-à-dire qu'on est dans un processus où on va affamer l'humanité. Parce que si on supprime tout cela, alors les gens veulent mettre des OGM, veulent mettre des choses, mais c'est des artifices, on n'a pas besoin de tout ça. Les OGM, ça ne se reproduit pas. Par contre, les lobbies de tout poil sont toujours là à essayer d'appauvrir l'humanité pour lui proposer autre chose. Et c'est dramatique. Et les gens ne réalisent pas combien c'est une tragédie et combien on est en train de produire un génocide légalisé. Et c'est là où je trouve que les États sont nuls. Parce que les États devraient intervenir sur ces questions-là. Et c'est des questions vraiment d'une gravité extrême. Et pourtant, non. Alors la terre, elle est détruite par les engrais, les pesticides, etc. L'eau est polluée par toutes les infiltrations de produits. Donc on est constitué d'eau quand même. 80%, je voilà, crois. je ne sais plus, enfin 75 ou quelque chose de genre là. Donc l'eau que nous buvons, elle est polluée. La nourriture que nous mangeons, elle est polluée. L'air que nous respirons est pollué. Alors, où est-ce qu'on va aller? C'est qu'on va complètement à l'encontre des lois fondamentales que la vie a mis depuis les origines en place. Donc, on est dans une posture suicidaire, qu'on le veuille ou non. Il faut que les gens le comprennent qu'on est en train de se suicider et suicider les générations futures. Parce que si, voilà, tout ce qui est nécessaire à la survie est dégradé, atteint et pollué, ça veut dire que graduellement, l'humanité va vers le suicide. Alors on essaie d'amener des artifices, les OGM, les machins, tout le monde bricole, trafique, enfin une espèce de cuisine du diable dans lequel... C'est du commerce, en fait, ils veulent nous vendre des graines qui ne peuvent pas se reproduire pour pouvoir nous les vendre à l'infini, quoi. Ce n'est que du commerce, mais aussi j'incriminerais, moi j'ai pas à incriminer qui que ce soit, ni à juger qui que ce soit, mais je pense que si les citoyens étaient intelligents, ces choses-là ne se passeraient pas. Ouais. Voilà, il faut quand même mettre le citoyen, Coluche disait, dire qu'il suffit de ne pas acheter pour que ça se vende pas. On ne peut pas mieux dire. Voilà. J'ai découvert, alors je crois que c'était à l'âge de 13 ans, en 3e, l'œuvre magistrale de Darwin, ouais. L'origine des espèces. Oui. Et je pense que, enfin, on est vraiment dans ce modèle, dans ce concept. Quand je vous entends, j'ai l'impression de retrouver un petit peu les concepts qu'il a énumérés il y a très longtemps. C'est quand même un visionnaire. C'était l'histoire de la lutte des espèces, la prédation, etc. Il y a des gens qui se réfèrent à Darwin pour dire je m'enrichis, mais vous voyez, la nature c'est comme ça, le plus fort dévore le plus faible, etc. Sauf que c'est pas transmissible, dans le sens où, vous savez, quand un lion mange une antilope, il digère son antilope, mais il n'a pas de banque d'antilopes ou d'entrepôt d'antilopes pour vendre aux copains. C'est là la différence de la prédation humaine qui est reliée à « ah, moi j'en veux plus, j'en veux plus ». Quand un lion il est rassasié, il s'arrête. Nous on est rassasié, mais on veut toujours plus encore, malgré tout, et au détriment des autres. On vient de là, c'est-à-dire qu'on s'est développé grâce à la mort, quelque part, c'est-à-dire que les plus faibles mouraient, donc les plus résistants, alors que ça, que ce soit dans chaque type d'animaux, on a évolué grâce à ça. Les plantes, de la même manière, c'est-à-dire que les plantes qui n'étaient pas assez hautes, par exemple pour les girafes, se faisaient manger, donc disparaissaient, et il ne restait plus que les plantes qui étaient assez hautes. Oui, mais ça c'est, je veux dire, l'équilibre général du système vivant. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.
C'est que la planète, elle n'a pas besoin de nous, la planète. Elle s'est organisée pour vivre. Qu'on disparaisse ou qu'on reste, je pense pas que ça change. Au contraire, même par moment, on dirait si on disparaissait, les éléphants, les baleines feraient une fête à tout casser parce que on est là pour ruiner tout, tout soumettre à nos appétits, tout soumettre à notre violence. Et quand même, il serait temps quand même qu'on sorte un peu de cela, quoi. Il faut qu'on revienne un petit peu à une certaine humilité, puisqu'on est, on est les êtres dominants de la planète aujourd'hui. Ça n'a pas forcément toujours été le cas. Et quelle est notre place légitime sur cette planète par rapport aux autres espèces, finalement? Oui, mais on est dominant dans un certain sens, mais quand un bon microbe s'occupe de vous, vous n'êtes dominé plus rien du tout, hein. Il faut être réaliste. On domine simplement l'apparence, mais combien de peuples ont été massacrés par des microbes, simplement des microbes, des épidémies, de typhus, de peste, voilà, toutes ces maladies, on domine, d'accord, mais enfin on se retrouve au tombeau un jour. Il ne faut pas croire non plus que nous sommes des immortels. Nous sommes simplement dans les mêmes lois, bien sûr. D'une façon comme ça apparente, on est dominant, mais d'une façon réelle, on ne l'est pas. On ne l'est pas réellement. Un microbe peut nous régler notre compte définitivement. Voilà. Donc il faut qu'on soit conscient que toutes ces choses-là, il faut amener maintenant à ce que nous comprenions que nous avons une responsabilité à l'égard de la vie et que nous avons l'amour à mettre en place, aimer. Voilà, c'est la seule chose que l'être humain positif, c'est quand il aime. Voilà, quand il aime, il émet quelque chose de puissant qui est constructif, à la condition que l'amour soit pas non plus bricolé par les histoires de jalousie, de machin, un truc extrêmement compliqué. Donc, mais si on reste vraiment dans cette pulsion d'amour, on prend soin des choses, ça c'est un rôle magnifique de l'être humain. Parce qu'il est capable de le faire. Lui seul est capable de le faire. J'ai eu l'occasion de discuter avec votre fille tout à l'heure, votre fille aînée, qui me disait que elle a vécu toute sa jeunesse à la campagne et puis qu'elle aimerait bien quand même connaître un petit peu la ville. Est-ce que finalement, chaque être humain n'a pas un cheminement à faire, un cheminement personnel pour trouver un petit peu son objectif et puis son idéal de vie? C'est tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Je suis vivant, j'ai envie de j'ai envie de faire ça ou ça ou ça ou ça parce que ça m'accomplit, ça m'apporte, ça m'aide à épanouir ma personnalité, à m'accomplir à travers la vie. La vie, c'est un chemin d'initiation à travers lequel on s'accomplit. On grandit, on s'épanouit, on se donne du bonheur, etc. C'est ça vivre. Autrement vivre, ça devient quoi? J'en sais rien. On dit bon, est-ce qu'il existe une vie après la mort? J'en sais rien. Strictement rien. Peut-être. Alors on se réincarne, chacun il va de son truc, mais j'en sais strictement rien. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il existe une vie avant la mort. Qu'est-ce que ça veut dire que vivre? Voilà, il faut qu'on redéfinisse un peu les choses. Vivre, c'est pas simplement en être, étudier pour avoir un boulot, faire son boulot toute sa vie et aller à la retraite pour mourir. Moi, je trouve ça un peu court, quoi. Oui, vous dites souvent qu'on est enfermé du début de notre vie jusqu'à la fin, à partir du landau jusque... C'est une forme une incarcération, c'est-à-dire de la maternelle à l'université on est enfermé, ensuite on travaille dans des petites boîtes, des grandes boîtes, même pour s'amuser on va en boîte, on y va dans sa caisse, puis ensuite on a la boîte où on met les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on entend par humanisme, c'est comment faire que cette société qui a donné à l'argent le plein pouvoir sur l'être humain, qui donne à ceux qui le possèdent le plein pouvoir sur les autres, on puisse vraiment qu'une vie, quand un être vient et advient à la vie, qu'il puisse avoir un chemin de bonheur, et non pas un chemin d'asservissement pour finalement mourir, disparaître après avoir eu une vie où là on a consommé. C'est horrible de consommer. Et on s'est fait exploiter aussi. J'aime pas. Mais on se laisse aussi. Voilà. On se laisse parce que c'est pour ça que je prêche la sobriété. Je dis si on était sobre,
les multinationales, on se plaint des multinationales. Mais si on était sobre, elles disparaîtraient. On les nourrit tous les jours. Moi le premier. Chaque fois que je prends ma voiture, je mets de l'essence, je donne mon argent à je sais pas qui, à Total ou à Shell, ou à je sais pas à qui je le donne d'ailleurs. Mais on est tous pris dans cette contradiction dans laquelle, à la fois, on voudrait que le monde change, qu'il n'y ait pas ces lobbies et toutes ces choses-là, et à la fois, je suis bien obligé de les nourrir. Sinon, moi, je ne peux plus vivre. Ou alors, il faudrait que je prenne une charrette et puis que je bouge plus de chez moi. Mais voilà, pour autant, je ne suis pas contre le fait. Il faut simplement aménager les choses pour que ces choses ne créent pas, si vous voulez, ces dictatures financières mondiales qui oppriment le reste de l'humanité par tous les lobbies et toutes ces choses-là qui oppriment l'humanité. Alors, vous nous avez proposé de faire un petit peu le tour du domaine tel qu'il est maintenant, puisqu'il a bien évolué depuis les années 60. Quels conseils vous donneriez aux Dromois et aux Ardéchois? Est-ce qu'il y a des adresses ou des formations, vous en avez parlé tout à l'heure, qu'ils peuvent aller voir, et puis même ça peut s'étendre à nationalement, voire même internationalement, à des gens oui, moi j'ai toujours veillé à ne pas être que dans le discours. Le discours, il y en a. Les bibliothèques sont pleines de considérations du monde qui... Tous les jours, on a des considérations sur le monde qui va pas bien, des thèses, des antithèses sur le monde qui va pas bien. Mais on peut pas... Justement, devant l'incendie, on peut pas essayer de continuer à dire, voilà, il y a des flammes comme ci ou des flammes comme là, où il faudrait... pendant ce temps-là, le bateau brûle. C'est un peu l'histoire du Titanic. Pendant qu'il coulait, on disait surtout distrayer les gens. Il faut pas qu'ils se prennent la tête. Donc on les distrayait pour essayer. Mais pendant ce temps-là, le bateau coule. Et aujourd'hui, il faut faire des choses, il faut réaliser des choses, voilà, et changer le modèle. Eh bien, c'est pour ça qu'on a Terre et Humanisme qui fait de la formation, qui mène des programmes internationaux sur l'agriculture et l'agroécologie, la proposition de l'agroécologie. Il y a ma fille qui m'a fait l'honneur de créer le premier site Oasis en tout lieu. Pourquoi Oasis en tout lieu? Parce que demain, quand les gens seront tous au chômage, etc., on fait quoi? Voilà. Quand l'État ne pourra plus rien payer, il faut que les gens se regroupent, se réorganisent en communauté. Il y a les amanins qui sont dans la Drôme, justement. Les amanins qu'on a réalisés avec un certain Michel Valentin, qui malheureusement nous a quittés, et j'en suis très endolori. Et on a créé ce lieu, qui est un lieu... C'est à la Roche-sur-Grane à côté de la Roche-sur-Grane, oui. Qui est donc un lieu maintenant de 55 hectares, agriculture, il y a une école, il y a... Les gens viennent, c'est un lieu de rencontres, de conférences, de concertation, etc. Donc ça fonctionne bien. Ma fille elle-même, avec le hameau des Buis, elle a créé quand même une école et un collège, vous voyez. Nous avons même le monastère de Solan, qui fait des choses magnifiques. Le Kerbastik, le domaine de la princesse de Polignac aussi, qui ont fait des choses. Et j'en oublie, plus tout ce qui se passe dans le sud. Toutes les propositions sur Oasis en tout lieu, sur les colibris, sur toutes ces choses-là, sont en train de se développer. On a des actions internationales maintenant qui se répartissent un peu partout. Donc tout ça, ça veut dire qu'on ne fait pas que parler et analyser, on agit. Et on agit concrètement. Et si on n'agit pas concrètement, ça sert à quoi? Je veux dire, on ne peut pas indéfiniment faire des thèses et des antithèses sur ce qui ne va pas. Aujourd'hui, soit on est capable de dire autre chose est possible, on va le construire, on va le faire, on va le démontrer. Et soit, moi, si je n'avais pas cette alternative concrète, je peux vous assurer que je me retirerais complètement du débat public. Ça sert à quoi d'aller encore raconter aux gens si on n'est pas en mesure de leur dire vous pouvez faire autrement, vous pouvez vous former, vous pouvez agir ensemble. Le colibri, vous voyez, ça a pris... C'est incroyable ce que ça a pris le colibri, parce que les gens ressentaient le besoin d'être ensemble, de discuter ensemble. Je suis tout seul avec mon problème, c'est quand même dur à supporter. Je suis avec les autres qui ont le même problème, on discute, on échange, etc. Là, ça donne quand même de l'impulsion. Donc toutes ces choses que nous avons créées, maintenant, et on va en créer encore, parce que nous venons de créer un fonds de dotation
Et ce fonds de dotation, il est destiné justement à collecter le maximum de moyens pour propager encore plus largement l'agroécologie. L'agroécologie répond quand même à la faim dans le monde. C'est la seule qui sache répondre à la faim dans le monde. Alors moi, ça étant, je suis complètement nul dans des tas de choses. Là c'est ma maîtrise. Je maîtrise l'agroécologie. Je vais quand même pas me dire que les enfants crèvent de faim. Je suis obligé en mon âme et conscience de faire le maximum pour que ça se répande, parce que chaque fois que j'éduque un paysan à l'agroécologie, j'en fais un écologiste et j'en fais un protecteur de la vie. Et je sais qu'il va mieux nourrir ses enfants, en quantité, en qualité, qu'il va respecter la terre, etc. Donc on est bien obligé de faire ce gros travail, et autant que Dieu nous prête vie, je veux dire, moi, tant que je vivrai, que je pourrai faire quelque chose, évidemment, il n'est pas question de démissionner. J'aimerais bien démissionner parfois, mais je ne sais pas à qui donner ma démission. Parce que si ma conscience n'accepte pas ma démission, et parfois je me dis, il faudrait que je me fasse mettre en tôle, comme ça au moins j'ai un alibi formidable pour m'occuper un peu de moi-même et être tranquille, si vous voyez. Donc on est pris dans tout ça, et moralement, moi je suis très ému par les enfants, très ému, je regarde parfois les enfants, quel avenir pour eux. Est-ce que cet enfant que je vois, qui est tout beau, l'avenir c'est quoi pour lui? Est-ce qu'il aura un boulot? Est-ce qu'il pourra, etc. Je ne peux pas ne pas être ému par ça, et je ne peux pas ne rien faire. Voilà, donc on est un peu prisonnier. Pierre Rabhi m'énerve, parce que franchement, assumer une vie publique, c'est pas toujours facile. Et de l'autre côté, il y a le Pierre Rabhi qui dit mon pauvre vieux, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Voilà. Alors justement, quand on a choisi une vie comme la vôtre, simple mais dure quand même, parce qu'il faut couper du bois pour se chauffer, il faut quand même cultiver la terre, il faut être bien physiquement quand même déjà, ça pose aussi la question de la vie en communauté avec la famille, les intergénérations. C'est-à-dire que passé un certain âge, peut-être qu'on ne pourra plus assumer la coupe du bois, la cultivation du potager. Il faut une relève, quelque part. C'est dans cette perspective que j'avais proposé les oasis en tout lieu. C'est-à-dire que les gens, au lieu de chacun vivre tout seul et avec, en ne sachant même pas s'ils vont pouvoir vivre, parce que est-ce que les dispositifs sociaux de l'État, tout ce qu'ils distribuent, les RSA, les REMI, etc., ça va durer? Non, ça ne durera pas, parce que c'est lié à la production des richesses. Si on ne produit pas de richesses, comment est-ce qu'on va secourir tout ce monde-là? Et il faut le faire, mais il faut le faire en ayant en tête aussi comment faire pour n'avoir plus à secourir. Vous voyez? C'est pour ça que je fais une différence entre l'humanitaire et le secours, et l'humanisme qui est au contraire le souci que l'on a de la vie et des autres, et non pas laisser fonctionner les choses. Sinon on est dans le principe du pompier pyromane. C'est-à-dire que la société crée le problème et ensuite elle prétend le résoudre. Il ne faut plus créer de problème, voilà. Et il faut ramener, mais ça ne peut pas se faire si on n'accepte pas la simplicité, si on n'accepte pas la frugalité. Mais moi, quand je travaillais dur, que ce soit moi ou que ce soit ma femme, quand on travaillait dur, c'était que du bonheur. On travaillait dur, mais on était heureux de travailler dur parce qu'on construisait quelque chose qui était notre liberté. Et la liberté, ça n'a pas de prix. Donc, chaque fois, on faisait les choses. Certes, c'était difficile, mais c'était une façon de construire. La contrepartie, c'était la liberté que ça nous donnait quand même. Même ça rappelle un peu vous savez, cette fable du chien et du loup. Voilà, le loup est affamé, il vient voir un chien qui, lui, est bien portant. Et à un moment, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as là? C'est le collier, voilà. Et c'est le collier, donc c'est la perte de liberté. Certes, il a sa gamelle garantie, mais elle est garantie parce qu'il est prisonnier, il est asservi. Voilà, alors nous on a préféré dire bon tant pis, c'est notre aventure, on est déraisonnable, on n'est pas raisonnable, on n'est pas etc. Mais il se trouve ça fait 45 ans que nous sommes ici et je ne changerai pas ma vie contre quoi que ce soit.
je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à votre discours et à ces concepts, par contre qui n'osent pas. Je peux les comprendre. Hein. Qui n'osent pas arrêter leur métier parce qu'ils ont des salaires qui ne leur permettent pas de vivre Bien encore sûr, longtemps c'est s'ils pas n'en ont pas. facile. Et donc, c'est pas facile de se lancer. Moi, je ne juge pas les gens parce que la société est tellement compliquée, complexe. Vous voyez, vous cherchez du boulot, on vous dit, ah bah, vous avez un boulot à 60 km. Après, vous faites quoi? Le logement, le machin, c'est pas seulement trouver un travail, c'est aussi comment organiser toute sa vie. Une fois que vous avez trouvé un travail, il faut continuer à se loger, il faut continuer, ça vient avec beaucoup de choses. Et voilà, on a créé ce système complexe. Maintenant, il faut sortir de ce système complexe. Je ne veux pas dire que les politiques doivent avoir une baguette magique et du jour au lendemain changer les choses. Si j'ai quelque chose à leur reprocher, c'est qu'ils ne mettent pas en perspective le fait qu'il faut qu'on sorte de ce modèle. Si on ne sort pas de ce modèle, il produira toujours les mêmes difficultés. Est-ce que les hommes politiques ne proposent pas des discours que les gens veulent entendre aussi? C'est-à-dire que s'ils sont complètement à l'opposé de ce que veulent les gens... J'ai fait une expérience politique en 2002. On m'a poussé à me présenter aux élections. Bon, j'ai des insomnies. Moi, j'avais pas envie de rentrer en politique. J'avais pas envie d'être quoi que ce soit en politique. Sauf que je me suis dit que les politiques, ils ne prennent pas en question les choses qui me paraissaient absolument fondamentales. Donc j'ai fini par me présenter en me disant, pof, ça va être un flop. Je serai tout seul avec peut-être une signature ou deux. Et puis voilà, c'est tout. Eh ben, l'expérience que nous avons fait en 2002, ça n'avait rien à voir avec le discours politique, le féminin au cœur du changement, changer l'éducation, la décroissance même, on a osé. C'est une chose terrible, la décroissance. On m'aurait brûlé vif au Moyen-Âge. Toutes les idées et les valeurs qu'on mettait en avant, c'était des idées et des valeurs qui allaient construire une société différente, plus heureuse, plus respectueuse de la vie, etc. C'était ça notre grand message, nous. Eh bien, on a frôlé les 200 signatures d'élus, après avoir commencé tard. On a fait une 40aine de conférences, salle pleine. Ça veut dire que les gens ont besoin maintenant de réfléchir à ces choses-là. Vous voyez, quand un élu vous donne sa signature pour des idées qui ne sont pas seulement que politiques, ça veut dire que cet élu, il adhère à ce que vous dites. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent. Si aujourd'hui j'ai un certain succès, c'est parce que les gens adhèrent à ce qu'on essaye de faire. Voilà. Ben, retroussons-nous les manches et faisons les choses autrement. Je pense qu'il y a une certaine liberté d'expression qui est moderne aussi. C'est que à l'époque, même jusque il y a 50 ans, on ne pouvait pas tout dire, c'était mal vu. Oui, mais il faut avoir l'honnêteté de dire voilà. Moi, je pense que quelqu'un qui serait dans la politique avec une grande honnêteté, il va pas faire de la démago. Il va pas dire si vous votez pour moi, on rasera gratuit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut pas raconter des choses comme ça. La société est difficile, d'autant plus que celui qui se présente, il n'est pas forcément responsable des problèmes. Il vient prendre une situation difficile. Donc il peut d'autant plus le dire, la situation est très difficile. Moi, je vous promets pas le bonheur absolu, mais je vous promets de faire vraiment en mon âme et conscience tout ce qu'on peut pour en sortir. Voilà, ça serait un discours. Mais dire, ah ouais, si vous votez pour moi, il y aura ceci, il y aura cela, ça c'est de la démagogie et c'est pas très honnête. Voilà. Mais je ne juge pas les personnes. Je m'en fous, ce qu'ils ont en eux-mêmes, moi, ne me regarde pas. J'ai pas à les juger. Mais je ne peux pas adhérer à quelque chose qui promet uniquement pour des questions démagogiques, pour avoir des voix, et quitte après à dire, ah bah oui, je n'ai pas pu le faire. Vous voyez ? Donc il faut vraiment... Alors effectivement, est-ce que quelqu'un qui aura un discours comme ça, il va rassembler du monde? Peut-être pas. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est un homme providentiel qui va les sortir de l'ornière. Ben, l'homme providentiel n'existe pas. Voilà, il faut se mettre... Alors il y a la peur de ceci, peur de cela, et on joue sur cette peur au lieu de dire radicalement notre modèle de société ne va pas, on va construire autre chose. Ras-le-bol de produit national brut, il faut passer à autre chose, quoi.
Alors si celui qui a le courage de ça, est-ce qu'il sera élu? Est-ce qu'il sera... Grande question. Est-ce qu'il faudrait introduire des cours de bonheur à l'école, par exemple? Le bonheur, ça se... Vous pouvez être milliardaire et pas avoir le bonheur du tout. Ça ne s'achète pas, le bonheur, ça ne se décrète pas. Il y a des gens, je vois en Afrique, des gens, ils ont juste une maison en terre, une casserole pour truc, et ils sont heureux. Et j'arrive ici, on a tout, les frigos, les machins, les bagnoles, les tout, et on consomme de plus en plus d'anxiolytiques. Tout à fait. Eh ben oui, le bonheur, c'est pas quelque... Vous pouvez avoir tous les milliards que vous voudrez, vous achèterez tout ce que vous voudrez, des yachts, des machins, des trucs, des avions privés, tout ce que vous voudrez, vous n'achèterez jamais le bonheur. Parce que la joie, ça ne s'achète pas, heureusement. Ça serait la plus grande inégalité, l'injustice de la vie, c'est que parce que j'ai de l'argent, j'achète du bonheur. Non, j'achète des divertissements. Voilà, j'achète des trucs, mais le bonheur fondamental, des gens, ils n'ont 3 fois rien, ils sont profondément heureux. Chaque jour pour eux, c'est une fête. Chaque jour est une fête. Et puis d'autres, ils sont pleins de milliards et chaque jour, c'est une torture. On dit souvent que quand on n'a rien à perdre et on n'a pas ce souci. Alors que quand on a beaucoup, on a tout à perdre, donc on se récupère des soucis en même temps, avec les choses qu'on possède, quelque part. On possède quoi? Je veux dire, l'indispensable, c'est quoi? C'est se nourrir, être vêtu, avoir un toit sur sa tête, être soigné. Ça, tout le monde ne l'a pas. Et même dans les pays riches. C'est ça qui est indispensable à la vie, et le système ne génère pas forcément cette chose-là. Une fois que j'ai ça, après c'est du superflu. Bien sûr, je suis heureux d'entendre de la musique, je suis heureux de faire des tas de choses. Mais finalement, le problème, c'est que l'indispensable n'est même pas résolu. Des enfants crèvent de faim, 1 milliard d'enfants, vous vous rendez compte, etc. Et pendant que nous avons parlé, je ne sais pas combien d'enfants sont morts de faim. Ça, c'est le vrai problème qui devrait préoccuper l'humanité. Par contre, le superflu, alors là, il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de crise du luxe. Le luxe n'est pas en crise. Ce qui est en crise, c'est l'indispensable. Et c'est quand même incroyable. Simplement, quand vous allez au bout des choses, ou qu'il n'y a plus rien, plus rien. Je vous mets une miche de pain et un diamant et je vous dis de choisir. Voilà. Et à ce moment-là, vous verrez où se trouve l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est pas tous ces cailloux brillants et tous ces trucs. On n'a rien à fiche de tout ça. Par contre, le pain, la valeur de la vie, la tranquillité, la paix dans sa tête, etc. Ça, c'est le luxe. C'est pas autre chose. Le luxe, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent et puis d'être tourmenté tous les jours à prendre des drogues pour essayer d'avoir l'air de vivre et d'être vivant. Le temps qui manque souvent. Ben oui. Alors, on pourrait en discuter quand même pendant 3 jours non-stop. Vous avez quand même beaucoup de choses à raconter, mais j'avais quand même une dernière question. Vous parlez souvent de violence écologique, c'est-à-dire que il faut prôner un petit peu tout ce qui est bien, mais de manière raisonnable, c'est-à-dire sans violence. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du fauchage des OGM de certains champs? Je veux dire, c'est légitime que de dire on ne veut pas des OGM. Moi, je n'en veux pas. Je suis prêt à les faucher, les trucs, parce que c'est un attentat contre l'humanité. Quand vous introduisez des OGM, vous introduisez une perturbation extrêmement importante dans le cycle de la vie et dans la vie, au détriment des populations, des enfants, de tout le monde. Donc c'est un attentat, les OGM. C'est immonde. Parce qu'on prétend que voilà, des organismes génétiquement modifiés vont permettre... Non. En plus, ça rend les gens dépendants. Ça ne se reproduit pas. Ça veut dire qu'on va rompre la chaîne de l'autonomie des gens à se nourrir par eux-mêmes. Et à ce moment-là, il va y avoir une hégémonie sur la capacité des gens à survivre, et ça, c'est très dangereux. Et puis surtout, on ne sait pas si c'est comestible, parce que les hommes et les plantes se sont développés ensemble. Donc aujourd'hui, si on mange tout ce qui est dans la nature, c'est parce que la nature et l'homme ont grandi en osmose pendant des millions d'années.
modifié Il y a eu d'abord la cellules. nature, l'homme est venu après, il s'est rajouté à toutes les espèces que la nature a inventées, vous savez. Je veux dire, on se donne énormément d'importance, c'est ça qui est terrible. Et on se donne, et la seule importance que nous aurions vraiment, et qui nous donnerait une espèce de droit ou je sais pas quoi, de légitimité à avoir de l'importance, c'est de prendre soin des choses. C'est que je suis conscient des choses et j'en prends soin. Donc je mets quelque chose de beau dans mon geste. Je soigne, je prends soin. Les primitifs l'ont fait. Les primitifs étaient beaucoup plus intelligents que nous, plus avancés. Certes, ils n'avaient pas des moteurs, des machins et des machines, mais ils avaient une perception de la vie qui était sur la gratitude, qui était en rapport justement en osmose avec cette réalité vivante. Et eux, ils étaient dans ce qui était beaucoup plus vrai que nous. Nous, on est dans l'artifice. On a tout artificialisé, tout. Et on a des bombes atomiques. On est bien. on peut provoquer un suicide collectif. Dès demain, l'humanité peut se suicider littéralement et se faire disparaître. Alors là, c'est vraiment l'intelligence, quoi. C'est beau, hein, c'est magnifique. Voilà, donc il faut quand même qu'on retrouve l'intelligence que nous n'avons pas. Alors là, alors vous aviez des animaux avant? Oui, on avait donc des chèvres et puis on profitait de tout cet espace qui s'appelle Paille-Olive, qui est un bois absolument extraordinaire et dans lequel s'égayait notre troupeau. On a toujours voulu avoir peu d'animaux, enfin les animaux équilibrés, pour pas ravager le milieu, bien entendu. Voilà. Et donc là, ça fait des années qu'on fait de l'agriculture. C'est un peu mon petit domaine personnel, jardin, pardon. Temps. Voilà, on est au mois de mai, on le rappelle. Oui, oui. Forcément le potager. Le potager il démarre à peine. J'ai des plants qui sont sous la serre, qui n'ont pas été encore mis en terre. Et puis on prépare tout doucement. Et puis maintenant j'ai beaucoup moins de temps pour me consacrer. Je consacre plus de temps possible à mon jardin parce que ça c'est très important pour moi. Mais hélas, vu qu'on ne peut pas être conférencier, expert international, etc. Et puis en même temps jardinier et tout le reste. Donc mon jardin, je le fais absolument parce que ça, je tiens absolument pas à lâcher. Mais le temps à lui consacrer se réduit un peu, quoi. D'accord, donc là vous avez à peu près combien de mètres carrés là il doit y avoir, enfin le potager est limité, mais il doit y avoir à peu près 1 hectare de terre consacrée au verger, potager, etc. Nous avons aussi des terres de l'autre côté, en bas, enfin en tout il doit y avoir une douzaine d'hectares. D'accord. Une douzaine d'hectares. Oui, une douzaine d'hectares, mais il y a beaucoup d'endroits sauvages, si vous voulez. Ouais. Et ce bois de Paille-Olive, qui est une merveille. Il y a une association maintenant qui protège le bois. Et c'est un bois très très intéressant pour les scientifiques, pour vraiment beaucoup de très belles choses. Donc là en ce moment vous avez labouré, je vois un petit peu. Oui, on vient de labourer un peu le sol et puis j'ai semé mes patates hier, vous voyez. D'accord. Donc là, vous avez semé des patates, vous avez semé autre chose encore? J'ai semé, là-bas je mets des pois chiches. D'accord. Là je mets du maïs, mais on ne le voit pas, c'est tout évidemment sous terre. Sûr, ouais. Et puis bientôt, on peut préparer tout pour tout le reste, les haricots, on essaye d'avoir le maximum de produits pour notre alimentation directe. Est-ce que les graines, on peut les trouver encore facilement maintenant, ou est-ce qu'il faut les préserver? Il faut préserver les graines et il y a des organisations qui les protègent. Vous avez entendu parler peut-être des Cocopelli, des gens qui font vraiment un boulot extraordinaire de protéger les variétés traditionnelles pour limiter, voire éradiquer le recours aux OGM et toutes ces choses-là. Ils font un excellent travail de protection du patrimoine génétique qui est indispensable à la survie de tout le monde, vous comme moi. On peut s'en procurer encore des graines? Oui, il y a encore des endroits où ils vendent. Cocopelli continue, il y a diverses organisations maintenant qui
qui sont faites pour ça. Et nous sommes, nous, en train de lancer un mouvement qu'on appelle les femmes semencières, et qu'on voudrait que les femmes s'impliquent dans la protection et la reproduction des semences, au nord comme au sud, puisqu'on a différentes actions un peu partout. D'accord. Combien de mètres carrés il faut pour une famille de 6 personnes, par exemple, pour pouvoir survivre ou vivre? Alors ça ne se calcule pas seulement en mètres carrés, c'est la façon dont on travaille. Il y a une forme d'intensification, c'est-à-dire que vous pouvez donner 50 mètres carrés à 2 personnes selon la façon dont elles tirent parti. Il y en a qui vont... Donc il y a aussi des problèmes de technique, il y a des techniques maintenant d'intensification qui permettent de produire beaucoup sur un minimum de surface. Vous voyez ? Vraiment, il y a des choses maintenant très intéressantes. Sûr, Comment ? Toujours Ah oui, biologie, oui. Qu'est-ce que vous pensez des engrais biologiques? C'est vraiment biologique ou ça a juste le nom? Ça dépend si les gens sont honnêtes ou pas. S'ils mettent sur leur sac biologique, il faut que ça soit biologique. De toute façon, il y a des contrôles là-dessus. Il s'agit que les gens ne trichent pas, quoi. Mais voilà. Mais l'idéal, c'est de le faire soi-même, c'est-à-dire de produire soi-même. On récupère les déchets, on a un peu de fumier, on composte, on fait ce qu'on appelle des composts. Et on produit des engrais. Donc tout le monde peut faire chez lui, s'il a un morceau de terrain, parce que tout le monde n'habite pas en pavillon, mais peut faire un compost et l'utiliser pour oui, bien sûr. Nous formons les gens à ça. Ouais. Oui, le Terre Humanisme forme les gens à ces techniques-là, et on a beaucoup de monde, beaucoup d'inscriptions, on n'arrive même pas à répondre à la demande, tellement il y a des gens passionnés maintenant pour venir dire comment je fais pour, quand j'ai récupéré mes déchets et tout ça, les transformer en humus pour fertiliser le sol. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font plus en plus de gens qui veulent faire leur jardin et se nourrir eux-mêmes directement, quoi. D'accord. Alors pendant 13 ans, vous n'aviez pas d'eau potable? Comment électricité. 13 ans, 7 ans, pendant 7 ans, l'eau limitée. On n'était pas sans eau, mais enfin peu, très peu. D'accord. Vous avez créé un bassin, Là maintenant, on a l'adduction. L'adduction de la commune, et puis il y a 2 grandes cuves que vous avez dû voir. Ça, c'est que de l'eau de pluie récupérée. On stocke l'eau de pluie, et c'est avec cette eau de pluie qu'ensuite on irrigue. D'accord. Donc ça servait juste à irriguer. Par contre, oui, boire uniquement. de l'eau potable. Non, boire de l'eau potable, on la prenait dans le puits. C'était un puits. Et puis elle était de très bonne qualité. Il n'y avait pas aucun problème avec ça. Vous avez de la vigne aussi? Oui, on a un peu de tout, un peu de vigne. Vous avez les oliviers, on a des amandiers là-bas. On a, voilà, toutes ces choses-là sont faites à l'échelle familiale pour avoir quand même des choses, quoi. Un vrai paradis. Un vrai oasis. Oui, voilà, c'est l'oasis. C'est un retour aux sources. Oui, c'est l'oasis. Sans le sable autour, mais. Oui. Mais avec une vue magnifique. Voilà, sur les montagnes. C'est pour ce panorama qu'on a. Toutes ces choses-là sont du luxe, vous voyez. Et les différents plans, ça va sur les Cévennes et tout ça. Le mont Lozère, on voit. Et alors, comment s'est passée votre intégration en Ardèche? Oui, on était assez parrainé par le docteur Richard, un grand ami, un homme qui nous a fait beaucoup de bien et qui nous a accueillis, qui nous a donc... je l'ai profondément dans mon cœur parce que c'était un être exceptionnel, et c'est grâce à lui qu'on a pu... il nous a beaucoup aidé à nous implanter. Oui. Allez, on va aller voir la serre rapidement. Alors, je ne sais pas si la serre... c'est une toute petite serre, destinée à faire quelques plans, vous voyez, mais c'est pas rien d'exceptionnel. Vraiment tout petit. C'est à l'échelle de la famille, quoi. On ne vend pas grand-chose. Comment vous avez remboursé votre crédit de 15 000 francs que vous avez emprunté au Crédit Agricole? On a travaillé, on a gagné un peu de sous, on a remboursé petit à petit. Vous avez vendu un peu des produits Le fromage, oui, on a fait une période où on a fait beaucoup de fromage de chèvre. Ça, c'était Michel qui s'occupait de... Oui.
produire, des chèvres, etc. Ouais. Très bien. Pierre Rabhi, merci pour cet entretien. Nous sommes ravis vraiment que vous nous ayez accepté comme ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis j'espère à très bientôt vous revoir une fois. Merci. Merci et bonne continuation. Et merci à vous les caméramans.